Tony DeVois, le directeur du Point Culture. Donc, le Point Culture, c'est la version New Age de la médiathèque. Hein, donc, c'est toute une mutation qui est tentée au travers de cette institution historique de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Là, on venait de mon temps chercher des 33 tours en vinyle. Hein, vous n'étiez même pas encore né. Hein. Et, il y en a encore. Il y en a encore, bien sûr, heureusement. Et qui donc détient un patrimoine audiovisuel extrêmement important, hein, qui a été capitalisé tout au fil de ces dizaines d'années et qui s'est lancé aujourd'hui un nouveau défi, donc de redéfinir ses fonctions et son rôle dans un univers qui a bougé, avec notamment l'arrivée de la numérisation des œuvres et de l'accès direct par les citoyens à des œuvres, notamment via Internet. Alors notre autre invité est Ariane Hanin, qui est responsable de la médiation dans un centre culturel important, qui est le Centre culturel du Brabant Wallon, qui est donc un centre culturel régional, qui existe maintenant depuis une quarantaine d'années, hein, qui a d'abord été la Maison de la Culture de Nivelles, puis de Wavre, et puis qui est devenu le Centre culturel du Brabant Wallon, qui ont développé une action importante sur tout un territoire. Mais c'est relativement récent, effectivement, que la question de la médiation culturelle soit rentrée dans les préoccupations, je dirais, un peu centrales de cette institution, qui travaille sur un territoire compliqué, puisque vous le savez, le Brabant Wallon, c'est à la fois l'Est avec une zone très rurale, et puis le centre avec des villes comme Wavre, Waterloo, etc. Et puis une partie plus historique et plus ouvrière, comme la région, l'ouest du Brabant Wallon, la région de Tubize, Clabec, etc. Donc c'est un territoire compliqué, hein, avec une composition sociologique extrêmement diversifiée, et sur un territoire très très étendu. Je rappelle que pour aller du fin fond de l'ouest du Brabant Wallon au fin fond de l'est du Brabant Wallon, en transport en commun, il faut à peu près 4h30, quoi, si tout va bien. Hein. Donc ça, c'est la réalité dans laquelle tu travailles, on va y revenir. Laurence Adam, que beaucoup d'entre vous connaissent, donc la directrice d'Article 27 ici à Bruxelles, l'association qui a été fondée à l'époque notamment par Isabelle Paternotte, il y a maintenant 15 ans presque, hein, et qui s'est implantée tant en Wallonie qu'à Bruxelles, qui a fait beaucoup de chemin. Donc elle a rappelé tout à l'heure, c'est devenu un énorme réseau dont on connaît à la fois l'intérêt mais aussi les limites de l'exercice sur lesquelles elle est d'ailleurs en partie revenue dans l'interview, puisque nous savons tous que la question de l'accès aux œuvres n'est pas qu'une question économique, mais qu'il y a aussi la question d'avoir les clés pour décoder, pour avoir accès au langage symbolique, etc. Et notre dernier invité est Laurent Courtens, qui est chargé de la médiation à l'ISELP, le centre qui étudie le langage des arts plastiques, hein, qui lui développe une pratique dans un espace particulier autour d'un certain nombre d'œuvres contemporaines. Donc c'est un métier en soi, hein, qui est celui de la médiation au travers, sur les questions de l'art contemporain aujourd'hui. Alors je vais donner d'abord la parole à ceux qu'on n'a pas vus sur l'écran. Hein. Donc on va peut-être commencer par Ariane. D'abord peut-être un peu définir ta fonction à l'intérieur du centre culturel du Brabant Wallon, comment éventuellement les choses ont évolué ces dernières années, et nous donner peut-être un exemple concret mais synthétique d'une action qui, de ton point de vue, symboliquement, est importante en termes de démarche, de processus ou d'objectifs culturels à poursuivre. Et donc je suis au Centre culturel du Brabant Wallon depuis 1 an et demi, et c'est une grande équipe, on est 35, avec des secteurs différents, donc qui travaillent sur les différents bassins, donc avec des réalités différentes. Et donc en fait pour le moment je définis avec l'ensemble de l'équipe comment on porte des projets avec un regard et un angle de médiation culturelle. Alors je me rends compte évidemment que ça peut vouloir dire énormément de choses, donc on est en train d'affiner ça ensemble. Et c'est quoi ta définition à toi ? Si demain on dit tu es médiatrice culturelle, tu définirais comment ton métier ? En fait, plus j'avance, plus je trouve que ça peut être compliqué à définir. Et donc,
au début, je voyais assez clairement que quelque part, il y a comme s'il fallait schématiser la médiation culturelle, il y a comme un émetteur de sens, qui peut être un programmateur, un diffuseur. Il y a un récepteur, qui est la personne, le citoyen, le public. Il y a le sens, qui est la production artistique. Et je voyais un petit peu la médiation comme cet espace entre les deux, au départ. Et puis assez rapidement, je me rends compte que c'est beaucoup plus mélangé, beaucoup plus complexe. Et donc, il y a vraiment l'art avec les citoyens, et la médiation au cœur, au bord. Et donc, dans ce que dit Laurence dans la petite capsule, je retiens très très fort, parce que pour le moment, je trouve que c'est un petit peu des nœuds dans lesquels on est, en tout cas dans les pratiques de centre culturel, qu'une structure est porteuse de freins et que chaque personne est porteuse de culture. Alors, chaque personne est porteuse de culture, c'est quelque chose qui pour moi est très facile à croire. Et c'est une chose qu'on dit très très souvent. C'est beaucoup plus difficile à vivre et à agir. Et par rapport à ça, ça soulève du coup, dans des pratiques professionnelles, des questions de quelle culture, à quel moment, etc. Et par rapport à, pour moi, c'est vraiment un des gros chantiers, j'aime assez bien une notion dont parle Éric Corain, qui est la notion de communauté de destin. Et donc par rapport à ce côté pluriculturel, interculturel, multiculturel dans lequel on est, où on se pose du coup des questions en termes de quel espace de dialogue on crée entre quoi et quoi. Je trouve la notion de communauté de destin, du coup, souligne vraiment cette déconstruction qui est importante, ce que Laurent soulignait aussi, vraiment déconstruction de toutes sortes d'étapes et d'éléments que font toutes les cultures pour voir ce qu'on en fait ensemble. Et donc, je pense que la position de la médiation, elle est là, elle se situe là. Et en tout cas, c'est là que je trouve qu'elle est la plus porteuse et la plus intéressante. Un exemple d'une action significative que tu as portée? Je vais parler peut-être plutôt d'un projet dans le centre culturel dans lequel je travaillais avant, où je les suivais quelque part de A à Z, et qui était un projet de sensibilisation à l'art contemporain à partir d'une écharpe qui avait été tricotée par plus ou moins 70 femmes. C'était un café tricot dans le cadre d'un réseau d'échange, et ces femmes avaient décidé de battre le record de la plus grande écharpe du monde. Elles sont donc arrivées à tricoter une écharpe de 5 km 500, et à un moment donné, c'était un petit peu dramatique, mais il y avait un village irlandais qui avait battu le record, et qui était à 7 km 500. Et elles plus de laine. Hein. Voilà. Ils étaient bien situés. Et donc, en fait, elles ont décidé d'arrêter. Elles sont venues nous trouver en disant, bon, qu'est-ce qu'on fait? Ça remplit nos caves, c'est plus possible. Qu'est-ce qu'on en fait? Et on a décidé de s'emparer de cette écharpe et de lancer un appel à projet et de voir quel artiste avait envie de s'en emparer pour faire des installations dans l'espace public avec cette matière-là. Alors, une chose à laquelle je crois très très fort, c'est à ce que j'appelle des guet-apens artistiques, qui pour moi sont assez faciles. Ça veut dire que pour qu'il y ait quelque chose qui se passe entre une œuvre et une personne, il faut qu'elle soit en présence. Et c'est là où on est face à tous les freins qu'on peut porter en tant qu'institution, etc. Et donc rien que parce que c'est dans un lieu, on élimine déjà 80% des gens. Des guet-apens artistiques, ça se passe au coin de la rue, on n'a pas le choix. Et voilà, c'est fait de manière bienveillante, mais on l'a juste sous le nez. Et donc voilà, il y a 4 artistes qui se sont emparés de cette écharpe-là. Il y en a une qui a habillé un arbre, il y a eu un antre de laine. Et on a fait aussi une grosse médiation avec surtout la rencontre avec les artistes. On s'est dit, au lieu de rencontrer l'art contemporain, on va rencontrer les artistes contemporains. Et ça s'est fait du coup de manière très différente et très vite. Ces tricoteuses se sont rendues compte qu'il y avait moyen d'avoir un vocabulaire commun. Et ça a fait des suites à ce projet-là. Donc après, quand on a fait un autre projet, elle disait, mais il faut absolument la rappeler, on va travailler avec elle. Donc voilà, c'est un projet où en partant d'une matière qui appartient déjà à toute une culture locale, il y a moyen d'aller vers ailleurs. Merci Ariane. Alors Laurent Courtens, vous êtes un peu une référence dans le milieu de la médiation culturelle à l'ISELP. Alors d'abord, est-ce que vous pouvez nous donner un peu votre définition
de votre métier, c'est comment vous le définissez, où est-ce que vous situez les enjeux, et comment vous faites pour que les tricoteuses du Brabant wallon viennent à la rencontre des œuvres de Liselp. Je peux m'exprimer sans micro. Définir le travail de médiateur, j'avais noté, là, c'est entre le commissaire politique du néolibéralisme, le prêtre ouvrier et l'agitateur, un truc de cet ordre. C'est-à-dire que moi, donc à l'ISELP, on a une pratique de médiation qui prend la forme d'animation culturelle dans les classes, en particulier dans les écoles secondaires de tout milieu. On va expliquer que l'art contemporain, c'est bon pour le moral, la santé, les fessiers, et que c'est un vecteur fondamental d'émancipation, comme chacun le sait. Et donc, en disant ça, on a l'impression de mentir un peu, tout de même. Donc, il y a... Je vais peut-être expliquer mon cheminement personnel avant d'amener une tentative de définition des possibles médiations culturelles. Donc j'ai fait histoire de l'art, j'ai dû travailler dans le domaine culturel, dans le domaine artistique, et je me suis intéressé à l'art contemporain, et je m'y intéresse toujours avec la plus grande sincérité et le plus de fièvre possible. Et par ailleurs, j'ai un cheminement politique, mouvement étudiant, lutte antiraciste, guerre, mouvement pacifiste, contact avec le monde syndical, très brève prêtrise à Charleroi, pour tenter de métamorphoser, de changer le monde. Puis quand on s'est convaincu qu'on ne peut pas changer le monde, on fait de la culture. Je suis un peu féroce, excusez-moi. Mais donc, ce qui veut dire par là, c'est que mon engagement dans le domaine artistique et dans le domaine de la médiation, donc c'est pour moi, j'ai encore en tête ce projet d'émancipation sociale et individuelle. Et donc, il faut bien reconnaître que dans la réalité, dans le domaine de la médiation, ça ne prend jamais cette envergure-là. Donc, de fait, c'est évident, chaque fois qu'il y a un contact avec des œuvres, comme tu le disais dans la capsule, il y a des choses qui s'ouvrent, il y a des possibles. Il y a des grilles de lecture et d'expression du monde et des conditions, de la condition humaine dans son essence et dans ses circonstances qui apparaissent, tout ça apparaît. Mais ça ne parvient pas à contrevenir fondamentalement à ce qui conditionne l'état des choses dans le domaine de l'enseignement, dans le domaine de la pauvreté dont tu parles. Donc une personne sur 3 sous le seuil de pauvreté à Bruxelles. Et donc, à la question j'avais retenu deux slogans comme ça, deux idées à la question qui était posée par la papote d'aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'on attend dans des politiques culturelles à venir ? Alors moi, la première attente, c'est qu'il faut changer non seulement les politiques culturelles, mais les politiques sociales, revenir à une idée de politique sociale, ce serait déjà un minimum. Rompre avec l'austérité, arrêter la traque des chômeurs, la traque des réfugiés, imposer les fortunes. Il faut poser des questions politiques, c'est ça. Et donc ça recoupe ces phrases qu'on prononçait dans les amphis et ailleurs en 68, dans les usines aussi, qui étaient que tout effort culturel est vain s'il ne s'additionne pas à un effort de politisation. Donc à mon avis, c'est ça la réponse essentielle, fondamentale. Donc maintenant, la question est de savoir comment ça se traduit dans les faits. C'est toujours difficile, mais c'est dû à une formation politique des médiateurs aussi. Tout ça recoupe. J'ai vu que vous faisiez très habilement, très justement la promotion de Franck Lepage, là, qui est en Belgique aujourd'hui, cette semaine, donc, qui est un des cofondateurs de Scope Le Pavé, Société coopérative Le Pavé, et donc dont une des ressources initiales, c'est de remettre profondément en question la définition même, le rôle de la culture dans notre société aujourd'hui. Et donc ce qui met en exergue, je n'ai pas le temps de développer, il faut aller l'écouter, c'est beaucoup plus drôle, c'est la culture comme outil de colonisation. Et donc de colonisation et, comme tu dis, dans Plâtre aussi, comme tu dis dans la capsule, sur les conditions sociales. Et donc ça, comme médiateur, il y a des moments où on se sent très mal à l'aise et où ce qu'on a envie d'injecter, c'est à l'inverse
Bon, par exemple, pour être concret, je montre souvent la carte poétique du monde de Marcel Brotard. Je ne sais pas si vous connaissez ce chef-d'œuvre universel. Donc c'est une simple carte politique, et Brotard, c'est un artiste belge conceptuel assez essentiel, a barré le LI de politique et l'a transformé par un E, carte poétique du monde. Et donc je trouve très sincèrement que c'est une œuvre essentielle. Les élèves à qui j'en parle sont un tout petit peu plus sceptiques. Et sont généralement très intimidés à l'idée de le dire, ça aussi, parce que vous êtes dans des relations d'intimidation. Donc sur le terrain, vous êtes le prêtre, et vous êtes l'autorité, et c'est autre chose que de libérer vraiment une parole. Mais je suis très embêté de dire, voilà, vous pouvez toujours poétiser le monde à défaut de le changer. Donc ce que j'essaye d'articuler sur le terrain de la médiation, c'est donner des outils de lecture politique et poétique qui tentent de se renforcer mutuellement. Mais ça, c'est de l'art social, ça, je ne peux pas l'expliquer. Merci, ben voilà un premier tour de piste. Je vais peut-être tout de suite donner la parole à la salle, si certains veulent intervenir sur ce qui vient d'être dit ou interroger l'un ou l'autre des intervenants. On ne vous voit pas bien, nous. Hein. Vous nous voyez, mais nous, on est sous le feu des projecteurs, donc pas de réaction pour le moment. J'ai un jour entendu à une conférence de Miguel Benassayac, que vous connaissez peut-être, qui est d'origine argentine, et il dit que si vous posez cette question en Argentine, il y a 50 doigts qui se lèvent. Et donc l'animateur, il avait un truc, c'est qu'il attendait 10 minutes. Oui. Franck Lepage, lui, reprend la parole. Franck Lepage, lui, reprend la parole pendant au moins 10 minutes. Hein, donc, pour ceux que ça intéresse, il présente son spectacle L'éducation permanente, ou enfin, Inculture, hein, mais demain soir, oui, à Charleroi, à l'Éden. Et puis, j'animerai un débat avec lui le lendemain après-midi. Et dans son spectacle, Franck explique qu'il y a aussi l'art contemporain, hein, qui est une image qui rejoint, je trouve, assez, entre guillemets, justement ce que Laurent vient d'expliquer, même évidemment s'il faut mettre toutes les nuances à ça. Tony Deveuille, ça vous parle ce qui vient de dire, Laurent ? Ça me parle et en même temps, je ne peux faire qu'être d'accord. Je veux dire, ce qui me frappe surtout, et je crois qu'on est tous convaincus par rapport à ça, c'est que évidemment qu'il faut changer le politique, évidemment qu'on doit réinvestir toute une série de domaines qui sont un peu laissés pour compte, ou ont été laissés pour compte, qui, à mon sens, quand même, j'ai parlé tout à l'heure, dans ma capsule, de l'importance quand même, à mon sens, des réseaux sociaux et de cette prise de conscience politique, finalement, que les gens peuvent quand même récupérer d'une certaine façon, et si possible, l'injecter, y compris dans les programmations qu'on fait. Donc, je serais un peu moins pessimiste, même si au fond de moi-même, je sais bien que le travail peut paraître parfois extrêmement difficile, extrêmement laborieux aussi, puisque sans soutien, c'est pas toujours évident. Mais bon, je crois quand même en l'homme, et je crois en l'humanité, et je crois quand même qu'il y a vraiment moyen que tous ces gens à qui on propose des choses se les approprient, se les digèrent finalement. Et en même temps, et ça je pense que c'est une contingente importante aussi de la médiation, c'est que aussi nous apporte quelque chose. Et que finalement, nous, notre regard de médiateur, ou en tout cas tel qu'on espère le concevoir, nous permet d'être modifié au fur et à mesure de ces contacts perpétuels. Donc voilà, ça c'est le constat, je crois qu'on a tous fait. C'est, je crois, aussi l'enrichissement qu'on a tous eu finalement des publics ou des personnes à qui on a pu donner finalement des ouvertures ou des propositions et qu'ils ont reprises à leur compte finalement et nous apporter quelque chose. Alors, je voulais rebondir sur quelque chose qu'on a un petit peu évoqué dans la cassette, dans un rapport... Oui, dans la cassette, je fais exprès pour montrer à quel point je suis un vieil inculte. Dans un rapport devenu célèbre ces derniers mois, Benjo Ansot, qui préfigurait le nouveau décret sur les centres culturels, parle à propos du rapport des individus et des citoyens
au numérique, aux réseaux sociaux, etc., elle pointe deux problèmes. Elle dit on est dans une forme d'assignation à résidence et même d'addiction, d'une certaine façon, dans un espèce de rapport à l'information permanente, en continu, direct, et tous azimuts et mondialisé. Et en même temps, elle rappelle la nécessité de garder des espaces physiques où on peut se rencontrer réellement, et pas seulement via le câble, quoi. Alors, pour le directeur de Point Culture, ça dit quoi? Ça dit exactement la même chose. Je veux dire, donc j'en ai un peu parlé aussi dans la capsule. C'est évident pour nous que le fait d'avoir des lieux de vie, vraiment, on les conçoit comme des lieux de vie, on est en train de les développer. Bon, il y a tout un espace, par exemple, ici sur Bruxelles, qui va être développé en espace, on va appeler ça un espace restauration, mais qui est plus qu'un espace restauration, évidemment, dans lequel on va proposer toute une série de choses. On n'est pas les premiers à le faire, hein, bien sûr. Mais, je veux dire, vu l'expérience qu'on a aussi dans certains domaines, je pense qu'on peut donner justement une certaine direction à ces espaces. Et donc, évidemment que le fait d'être super connecté, d'être addicted, comme on dit, et de passer des heures devant son écran, peut donner l'impression qu'on finalement on perd un peu le contact avec le monde réel, puisque c'est un monde finalement via écran. Mais enfin, je crois, en tout cas, il me semble que n'importe qui a besoin d'un contact tout à fait social et physique par rapport à des personnes. Donc, à nous de leur donner les lieux dans lesquels ces personnes peuvent venir s'épanouir. Hein. Finalement, c'est ça. Donc oui, Point Culture, ça répond entièrement à ça. Oui, Laurence, une des questions qui soulève la médiation depuis longtemps, c'est que dans le secteur culturel, on a fait beaucoup de travail de médiation culturelle avec des publics dits captifs. Hein. Laurent faisait notamment allusion au public scolaire, etc., qui sont des gens qu'on emmène au musée, à la bibliothèque, etc. Ça a évidemment tout son sens et tout son intérêt, mais ça crée des cadres qu'il faut encore déconstruire avant de pouvoir avoir un contact sensible à l'œuvre et aux questions qu'elle soulève. Alors, comment on développe une politique sur les territoires pour dépasser la simple médiation avec ces publics dits captifs? Je pense que de fait, les publics dits captifs, quelque part, c'est du guet-apens institutionnalisé. Donc c'est un côté très très pratique et autant en profiter maintenant par rapport à une dynamique sur un territoire. Je pense que et pour ça, le nouveau décret jette des bases qui sont intéressantes. Alors beaucoup d'une génération qui précède la mienne répète que la démocratie culturelle, la démocratisation de la culture, ça existe depuis 50, 100 ans, etc. Et qu'il y a des acquis et que la participation, c'est notre naturel de fonctionnement. Je pense que ce n'est pas la réalité dans l'ensemble des centres culturels et qu'il y a pourtant là des outils qui sont très très beaux. Et donc je pense que ça, c'est un travail qui peut être repensé dans le sens... rafraîchi presque. Ça veut dire qu'il y a le décret, il est là. C'est un peu chaque décret, c'est un peu comme ça. C'est une idéologie qui est proposée. Mais maintenant, je pense que pour que ça transpire sur le territoire, et ici, c'est bien la volonté de ce décret, c'est de voir comment on agit une culture ensemble. Et là, je pense qu'il y a une espèce de transition et de quelque chose qui n'est pas défini pour le moment. Alors, il y a bien des pistes de formation d'ambassadeurs qui expliquent le décret. Alors, pour le coup, c'est pas très sexy non plus. Et je ne sais pas si c'est comme ça que chacun va s'approprier ça. Mais je pense que c'est à réfléchir ensemble. Mais là, de nouveau, les pistes qui sont données, qui sont des balises, sont parfois les freins aussi. Si je prends un tout petit exemple, pour démarrer avec ce nouveau décret, avoir la reconnaissance, il faut diffuser, éditer le fait qu'on veut consulter tout le monde pour penser la culture ensemble. Rien que ça, je pense que moi, je vois l'annonce de ça, je n'y vais pas. Vraiment, qui a envie de passer une soirée Il y a un liant qui manque. Et par rapport à ça, je trouve que les centres culturels, le microcosme des centres culturels, même s'il y en a 115, a
a trop une culture, un jargon qui n'est pas très transparent, qui est un peu opaque, et que ça nous dessert. Et donc, de nouveau, là, je pense qu'il y a quelque chose là vraiment à réinventer et qui permettrait de mieux utiliser les outils. Laurent, par rapport à ces... Là, on a évoqué beaucoup les institutions et les publics, on a encore peu évoqué les artistes. Comment ont évolué les pratiques et les postures des artistes par rapport à cette question de la médiation? Aïe aïe. De manière... je réponds à la question, mais après j'ai envie de revenir sur autre chose. Je peux, hein. Merci. Donc, de manière multiple, c'est-à-dire que d'une part, on continue à avoir l'évolution de pratiques artistiques qui poursuivent leurs propos, leurs quêtes. Quêtes qui s'appuient sur des vocabulaires, des formes, des processus qui apparaissent parfois de manière complètement opaque au public à tous les publics. J'ai un exemple très simple. À l'ISEL, pour l'instant, on fait le buzz parce qu'on a invité Bonhomme à exposer. Enfin, il s'est invité. Et donc, Bonhomme, c'est vraiment un phénomène. Et on n'a jamais eu autant de monde à l'ISEL, on n'en aura jamais autant. Parce que Bonhomme a inscrit dans ses pratiques d'entrée de jeu la question du lien de l'image, pas de sa perception, hein, pas de sa compréhension, mais du lien en tout cas, sa visibilité avec la ville et le nombre. Et par ailleurs, il s'est construit tout un mythe, il y a un aspect très storytelling comme ça, le mystère Bonhomme. Et donc, de fait, on a un afflux monstrueux, et donc il a une pratique très perceptible, très évidente. Et donc, ça, c'est une veine qui réaffleure aujourd'hui, notamment à la Pilographe. C'est une jeune génération, surtout, qui fait du vivant. Et donc, qui fait du vivant, qui fait de la peinture, c'est-à-dire qui fait de l'immédiatement perceptible. Ça, c'est un aspect, c'est ça. L'autre aspect, c'est qu'il y a pas mal d'artistes qui ont... et d'institutions aussi, parce que l'action de l'artiste ne peut difficilement être dégagée de la politique institutionnelle. Donc, il faut prendre le public par la main, il faut lui expliquer. Donc, il y a des tas de pratiques qui ont intégré la notion de la médiation du discours dans leur démarche. De la participation, hein, ça prend la forme de la participation. On est gentil avec les gens, ils peuvent jouer au ballon, ils peuvent... Ça m'irrite assez fort, comme vous le notez. Donc, mais ils s'amusent, donc ils s'émancipent. Et puis, par ailleurs, il y a Bonhomme, on l'expose aujourd'hui. Avant ça, on avait exposé un autre artiste, Stéphane Balleux, qui a un travail assez riche, assez juste, très juste par rapport à ce que peut être la peinture aujourd'hui. Mais donc là, on a eu que dalle. Et si on avait eu des gens, c'est clair que ils n'auraient rien compris. Mais moi, je trouve que c'est pas le rôle d'un artiste d'essayer d'être compris. Hein. C'est pas ça. Ils savent pas ça. Je sais pas à quoi ils servent, mais pas à ça en tout cas. Voilà, je sais pas si j'ai répondu un peu à la question. Mais je voulais revenir quand même, parce que les artistes, au même titre que les médiateurs, au même titre que tout le monde de la culture, j'ai envie d'un peu taper sur le clou ici, ils doivent aller au monde. Ça, c'est quand même l'essentiel. Et croiser là les cultures qui existent, parce qu'à l'inverse de ce que tu disais, je ne suis pas fondamentalement pessimiste. Je pense que cet effort de politisation qui s'impose à tous aujourd'hui, dans la culture, dans la santé, partout, s'il est consenti, il va générer de fortes énergies, peut-être équivalentes à celles que l'histoire a déjà connues. On ne sait pas ce qui nous attend. Ça va être chaud. Donc voilà. Et par ailleurs, il y a une culture qui existe. Ça, c'est aussi une grande mission du monde culturel, qui est un grand drame. C'est de prétendre prêcher dans le désert. Donc cette culture qui existe sur les réseaux, moi je ne la connais pas parce que je suis aussi un brontosaure qui regarde des cassettes, mais elle existe et elle se lie aussi donc à la manière dont des jeunes générations ou des moins jeunes essayent d'exister au monde. On a beaucoup parlé évidemment des révolutions arabes qui sont parties par ce biais-là. Je crois que c'est un peu mythifié parce que c'est beaucoup plus profond, mais le mouvement Occupy, tout le mouvement en Grèce, en Espagne, là c'est une jeunesse qui sort dans les rues aussi, hein, donc elle n'est pas que devant ses écrans, elle est dans les rues, elle affronte les flics.
Elle affronte l'avenir. Et ça génère de la culture. Et c'est ça le drame que met en avant Le Page et toute la Scope Le Pavé, et tout le mouvement de résurgence de l'éducation populaire en France aujourd'hui, mais aussi en Grande-Bretagne, hein, c'est pas un cas français seulement. C'est le fait qu'on a exclu de la culture tout ce qui pouvait être ce qui la fonde, c'est-à-dire une manière de penser le monde et de le transformer. Voilà. Et donc c'est vraiment un aspect essentiel, et je crois que et ça ne se décrète pas. C'est pas dans les décrets, c'est dans la conscience et dans l'action. Voilà, c'est ça. Et donc c'est aller au monde, croiser les autres cultures et penser un monde pour le transformer. Voilà. La culture n'a jamais servi qu'à ça. Et si on exclut de la culture ça, on a tout exclu. On l'a asséché, émasculé. Et c'est ce qu'on a fait, et de plus en plus, c'est ce qu'on fait de plus en plus. Hein. Donc excusez-moi, je suis un peu long, mais je m'emballe, mais quand on voit à quoi sert la culture en termes de rénovation et de urbaine aujourd'hui, que ce soit le cas de Marseille, que ce soit le cas qui s'annonce à Mons aussi, donc on prétend sauver des villes entières, des régions entières par le vecteur culturel, et en fait ce sont des entreprises de colonisation. Marseille-Provence 2013 est un cataclysme social qui a livré la ville, clé sur porte, à la promotion immobilière, à la voracité immobilière, aux banques, aux sociétés d'assurance, etc., sous prétexte culturel. Et on met des gros pâtés comme le Mucem, le Frac-Paca, et on dit voilà, ça, c'est la rénovation de Marseille. On rénove, et on dit comme si avant il n'y avait rien. J'ai entendu à la radio Makayev, qui dirige le théâtre de la Criée, qui dit aujourd'hui les gens à Marseille sont beaux. Vous l'avez là? Aujourd'hui, les gens sont beaux. Ça veut dire qu'ils étaient là avant, quand c'était des immigrés, des ouvriers, chômeurs en plus. Vous voyez? Donc si la culture sert à ça, moi je signe pas, je ne veux pas médiatiser ça, mais par contre je veux aller hors des décrets, surtout quand ils sont signés par Suez des autres. Bien, alors, pour élargir un peu le propos, là, vous êtes lancé quand même dans un défi qui était d'essayer d'articuler le champ social et le champ culturel par rapport à cet enjeu. Donc ça veut dire aussi que la réalité sociale extrêmement violente qu'on vient de rappeler, dans laquelle on vit aujourd'hui et dont on ne peut pas s'extraire, auquel on participe largement, y compris les institutions culturelles, hein, Comment ça évolue? Comment le champ social gère au quotidien cette question de la position des gens qui vivent dans des difficultés invraisemblables et à qui on va venir dire qu'ils peuvent penser autrement, que la culture va leur ouvrir les portes, que ça va changer leur façon d'être au monde. C'est quand même un choc un peu brutal, et en plus on va leur dire, et en plus vous pouvez participer, quoi. C'est formidable, quoi. Mais tout ça, c'est un travail de fourmi, hein. Donc à Bruxelles, on est 6, il y a 4 médiatrices qui ont des secteurs sociaux qui sont répartis. Et donc, elles vont dans les classes d'alphabétisation, elles vont dans les centres d'insertion socio-professionnelle, etc., avec des outils pédagogiques, et elles vont travailler justement qu'est-ce que la culture pour les gens, comment la culture pour les gens, en quoi on est un être culturel, comment on a envie de nourrir cette dimension-là. Et c'est un travail qui se fait petit à petit. Et au fur et à mesure où les gens ont l'occasion de consacrer du temps à réfléchir à ça, parce qu'en fait, ce qu'il y a aussi, c'est qu'on confisque le temps aux gens, mais là, on restitue des espaces où on a le temps de parler de soi, de réfléchir sur soi, etc. Et bien alors, les gens, ils se découvrent un appétit pour telle chose, et ça fait que progresser. Quand les chiffres d'utilisation de tickets, pour ce qui concerne l'offre culturelle diminuent, c'est que article 27, nous, on a mis des limites. Et on a mis des limites financières parce qu'on ne recevait pas de moyens financiers du politique suffisants. Donc en fait, on voit bien que ça ne fait que progresser. Et ici, cette année-ci, on voit qu'on va avoir encore 36 000 tickets qui sont utilisés.
L'année dernière, c'était 34 000, mais parce que c'était le résultat de limite. Et si ça se passe comme ça, c'est bien parce qu'aussi les travailleurs sociaux sont à côté de nous, avec nous, et qu'ils pensent que, en tout cas, déjà d'abord, l'offre culturelle peut être un bien pour des gens, peut convenir. Mais ça, c'est un travail, parce que aussi bien on fait du travail d'animation avec les publics, on le fait aussi avec les associations sociales, on contacte les directions, les équipes sociales, etc. Et on les contacte parfois seules, donc toujours les médiatrices qui sont là, et s'il y a des questions concrètes, elles pourront expliquer comment voilà, il y a ce travail qui est fait comme ça. Et puis de l'autre côté, c'est aussi avec les institutions culturelles pour organiser aussi cette ouverture et déconstruire aussi les murs de l'institution. Moi, j'avais envie juste de revenir un petit peu en arrière par rapport aux choses qui pourraient ouvrir un peu les possibles par rapport à une action politique dans le champ culturel, parce que c'est vrai que c'est une question à laquelle on est confronté, puisqu'on est dans les deux champs, et parfois on se demande mais qu'est-ce qu'on fait, tout simplement, qu'est-ce qu'on fait et donc ici, par rapport au travail de terrain qu'on mène, ce qu'on voit nous, c'est qu'on est limité parce qu'on travaille avec des secteurs sociaux qui luttent contre la pauvreté. Donc, on a avec un certain type de personnes. Ce qui les réunit, c'est qu'elles n'ont pas suffisamment de moyens pour assurer leur survie. Et donc, voilà. Et elles, ce qu'elles disent, ces personnes, c'est qu'elles aimeraient aussi rencontrer d'autres gens. Et quand elles vont voir un spectacle, ça fait partie des choses. Elles se sentent dans la société. Mais nous, ce qu'on aimerait pousser plus loin, c'est quand on destine des activités qui seraient, par exemple, des initiations aux arts contemporains, etc. C'est déjà ce qu'on fait, mais ce serait pouvoir aussi les proposer à des gens qui sont dans des entreprises ou bien qui sont à l'école. Voilà, c'est pouvoir organiser une réelle mixité, pouvoir avoir des rencontres entre, par exemple, des gens qui sont syndicalistes et des publics qui sont en train de lutter pour leur vie. Enfin, voilà. Tout ça pourrait mettre à ce niveau-là, au niveau pratique, ça pourrait vraiment déjà organiser des rencontres autres et travailler la relation humaine à partir de l'œuvre. J'ai pas fini. Ah oui, attends, mais je vais quand même achever mon idée. Oui. Comment est-ce qu'ils intègrent On a un partenaire qui est une organisation syndicale. C'est la FGTB. Voilà. Non, mais en réalité, nous, on a aussi, mais ça c'est encore un autre sujet, mais on a 150 associations qui sont en attente de partenariat. On ne peut pas les conventionner parce qu'on n'a pas de moyens financiers suffisants. C'est pas qu'elles ne veulent pas, c'est pas qu'elles trouvent que c'est superflu, c'est juste que financièrement, on n'a pas les moyens. Ça, c'est notre souci à nous, article 27. Alors, mais juste pour arriver à mon idée avant, c'était de dire, on articule ce champ social et culturel, et toi, tu le fais aussi. Dans les centres culturels, ça se fait peut-être de manière plus simple, parce que votre travail est ancré dans le territoire, donc vous pouvez toucher tout le monde par des actions, et donc inclure article 27 ou des choses comme ça. Mais bon, voilà. Disons que moi, je vais parler ici plus des institutions culturelles plus concernées, comme les théâtres subventionnés à Bruxelles, etc., les arts, etc. Eh bien, donc, il y a des médiateurs culturels là qui ne sont pas encore complètement reconnus partout. Ils sont en train de faire d'autres choses en même temps. Mais ils s'interrogent, parce que justement, cette relation entre l'institution culturelle et le public, le champ social, elle est là, elle est existante. Ce que nous, on aimerait bien faire maintenant, c'est pouvoir réunir les gens, et on n'est pas les seuls, qui actionnons cet espace-là entre le social et le culturel, et pouvoir vraiment se poser la question, alors ok, la culture là, on y est, la participation culturelle, on en entend parler depuis les années 70, j'étais presque pas née, mais c'est quelque chose qui m'anime depuis toujours aussi, mais donc comment on va faire finalement pour qu'il y ait un changement ? Non pas on va équilibrer, comme ça tout le monde aura accès au ticket ou tout le monde aura accès à la participation, mais comment on va faire pour qu'il y ait plus de justice sociale. Et puisqu'on est concerné, eh bien alors il y a des structures comme ça qui sont Point Culture qui peuvent l'être, il y a le réseau des arts bruxellois qui l'est, il y a l'ASSO côté flamand, il y a le PAC qui est là à se poser ces questions-là. Est-ce qu'on ne pourrait pas ensemble vraiment
constituer une plateforme, se poser ces questions-là, et pourquoi pas appeler le Forum bruxellois de lutte contre la pauvreté et se dire cette plateforme, on veut la faire chez vous, parce que c'est avec vous qu'on veut réfléchir. Et ensemble chercher, parce que ce que j'entends, c'est que tout le monde se pose sa question dans son petit coin, et personne n'aura jamais la réponse tout seul. Donc qu'est-ce qu'on fait ensemble? Et puis comment on s'adresse après aux politiques pour vraiment changer les choses? Parce que, et juste je reviens en arrière par rapport à la question, c'est vrai qu'il y a des gens qui n'ont pas accès à l'offre culturelle, et comme je le disais dans le petit truc, qui voudraient et qui n'ont pas pour une raison financière. À côté de ça, il y a des gens qui ne se sentent pas concernés, mais dès qu'on s'intéresse et dès qu'on déconstruit, elles peuvent le faire. Voilà. Mais à côté de ça, on ne peut pas non plus employer les gens qui seraient dans une situation complètement fragile. On ne peut pas les utiliser pour aller brandir une lutte. Cette lutte, elle nous appartient aussi à nous de nous organiser aussi. Et après, de leur proposer quelque chose. Est-ce qu'ils ont envie? Comment ils ont envie de nourrir cette lutte, etc. Mais il faut se l'approprier et on ne peut pas le faire tout seul. Un autre chantier qu'on n'a pas encore abordé, qui vient de faire l'objet d'ailleurs d'une étude de la Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est sur la question de la professionnalisation des médiateurs. Donc, on en parle beaucoup. On parle quasi de créer un métier avec des filières particulières, etc. Est-ce qu'il n'y a pas là un risque de créer une nouvelle catégorie de travailleurs, mais qui ne prendrait pas en compte la nécessité de maintenir cette préoccupation comme transversale dans les politiques culturelles et pas comme une préoccupation purement technique? Mais comme ça, les premières choses que je me dis, c'est que par rapport à toutes sortes de médiation artistique, je fais un peu une distinction entre médiation artistique et culturelle. Médiation artistique, il y a évidemment des choses merveilleuses qui se font et à mon avis beaucoup d'outils, de clés, et donc professionnaliser ça a certainement pas mal d'intérêt. Maintenant, par rapport à la médiation culturelle plus large, mais les bonnes médiations artistiques permettent de la médiation culturelle. Par rapport à cette professionnalisation-là, c'est un petit peu difficile. Je sais qu'il y a l'idée peut-être de faire un cycle qui s'appellerait Culture et communication, parce qu'on n'a pas osé médiation culturelle, parce que ça aurait fait fuir un peu. Ça aurait sonné socioculturel, et donc ça, c'était pas la bonne idée, apparemment. Et c'est difficile. Je pense qu'il y a des pistes qui sont engagées pour voir comment le professionnaliser, mais par exemple, un point que je trouve encore très très présent, alors pas dans les grands messes et les rassemblements professionnels, mais qui est très présent, c'est que la médiation, très souvent, est chargée de trop d'intentions. Et donc, on a tous eu des parents. Je ne pense pas qu'il faille maintenant créer des parents culturels. Et donc ça, c'est un côté où je suis surprise de voir à quel point c'est très très souvent là. Et donc si je pense à une formation qui serait précisée, aiguisée, c'est des aspects où je me dis un peu, il ne faut pas de nouveau qu'on ait des connaisseurs, des experts, ou alors experts en dynamique, en écoute, en ouverture, en comment faire rentrer la culture et sortir. Et donc voilà. Et donc, c'est quand même la question de sortir du rapport qu'on a avec les gens, entre guillemets. Hein. Parce qu'effectivement, comme il le rappelait, il y a une espèce de condescendance avec ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Et puis tous ceux qui n'ont jamais poussé la porte d'une institution culturelle sont nécessairement des idiots, des ânes battés, qui n'ont aucune pratique culturelle. Il y a quand même quelque chose qui a fondamentalement évolué ces dernières années. Il y a un très beau livre qui parle très bien de ça, qui s'appelle « La culture des individus », qui montre à quel point aujourd'hui on peut avoir comme individu des postures extrêmement différentes et adorer et le polar, écouter Jean-Sébastien Bach, mais aussi Daft Punk, et aimer regarder des séries à la télé. Tout ça constitue les individus, même si il est toujours de bon ton de dire qu'on préfère écouter Bach et qu'on ne va jamais dire qu'on lit des romans de gare. Hein. Oui, mais donc c'est aussi tout le mépris qu'on peut avoir pour les cultures populaires, etc., etc. Donc je pense quand même que la question des futurs professionnels de la médiation, parce qu'il y en aura inévitablement, je pense que ça va
ça va faire Flores, cette affaire. Ça va quand même de commencer par identifier avec les gens quel est le regard qu'ils portent sur les publics avec lesquels ils travaillent, et qu'ils fassent ce travail de faire le chemin, de regarder le monde et les gens autrement, et pas comme des espèces de cerveaux vides qu'il faut remplir. Hein, au nom de quoi d'ailleurs, hein, et avec quelle légitimité. Je ne sais pas ce que tu en penses, Tony. Je voulais simplement dire une petite chose, c'est que ça existe déjà des formations en médiateur culturel. Je pense au domaine français, entre autres à Grenoble, où là vraiment les cursus sont un peu dans le sens dont tu parlais. Hein. C'est plutôt vers l'ouverture, essayer finalement de s'approprier toute une série d'outils, etc., mais pas d'imposer les choses, mais dans cet esprit-là. Et enfin, je parle d'expérience parce que les 3 dernières personnes qu'on a engagées à Aquaculture sont des médiateurs culturels. Donc, ce sont des personnes qui ont eu cette formation. Et donc, on s'aperçoit que ce cheminement est déjà fait. Il s'est fait en Suisse, il s'est fait en France, et pourquoi pas en Fédération Wallonie-Bruxelles, je veux dire. Ça me semblerait assez logique. Et vraiment, c'est une autre approche, un esprit qui est vraiment ouvert sur tout justement ce que tu précisais. Ça peut être Daft Punk comme Bach ou tout ce qu'on veut, mais en tout cas, une proposition, plutôt dans le sens de la proposition. Voilà. Oui, Laurence. Moi, je ne sais pas, mais donc là, je vais parler. J'ai été animatrice dans un centre culturel avant, et cette question, enfin pour moi, un médiateur dans un centre culturel, je vais sûrement choquer des tas de gens. Puis j'ai pas lu le document qui est sorti là par l'étude, mais j'ai l'impression qu'un médiateur culturel dans un centre culturel, c'est juste un mot qui devrait en fait remplacer l'animateur socioculturel. Et le problème peut-être des centres culturels, mais alors c'est vraiment mon point de vue, hein, c'est que ben voilà, j'ai l'impression on a le programmateur, il y a le service jeunesse, il y a, je ne sais pas moi, oui, le jeunesse, ça va avec le scolaire, il y a le spécialiste de jazz, il y a celui-là. Et donc en fait, dans les centres culturels, il y a tellement de morceaux, mais que, évidemment, alors du coup, il faut un médiateur culturel pour renouer le tout et pour établir le lien. Et autant dans un centre culturel, je m'excuse, ça m'étonne, qu'il y ait cette fonction-là, parce que j'ai l'impression que le décret il va maintenant dans un autre sens, autant dans une institution culturelle comme on va avoir nous à Bruxelles, au théâtre, des théâtres contemporains, etc., ou bien l'ISELP, ou des choses comme ça, où c'est des institutions culturelles qui se disent, voilà, on a quelque chose là qui se questionne le monde, qui le questionne d'une manière pas habituelle, qui pose question, etc. Donc du coup, eh ben, on va essayer de placer une rencontre pour que nos questions rencontrent les gens et on va se décentrer, etc. On va faire cet effort-là pour aller vers les gens et en face, qu'il y ait des gens qui aillent vers la rencontre. Ça me semble tout à fait logique. Mais je trouve qu'un centre culturel, c'est sa dynamique, quoi. Enfin, je sais pas. Je réponds. Je suis tout à fait d'accord, et c'est ce que les centres culturels bien souvent font. Et d'ailleurs, souvent quand je me présente, quand je dis ce que je fais, on me dit c'est ce que je fais, c'est mon boulot. Et de fait, c'est un nouveau mot un peu sur une pratique qui existe et qui se fait beaucoup. Maintenant, alors il y a des centres culturels qui, par chance presque, n'avaient pas de salle et ont développé du coup des dynamiques qui sont différentes, des dynamiques d'éducation permanente. Oui, et donc je pense que là, ça amène un rapport à la culture et à la citoyenneté qui est différent. Sans jugement, mais les centres culturels qui ont un espace de diffusion, c'est beaucoup plus difficile de s'emparer de ces questions-là. Mais j'ai souvent, on me renvoie souvent la question, mais quoi, c'est une nouvelle manière de dire animateur. Et c'est un petit peu ça. Alors, selon la réalité des uns et des autres, ça peut être juste de... Parfois, j'ai l'impression que ça permet de révéler des choses dans la pratique. Le fait que ma fonction existe, on se repose certaines questions ou ça révèle certaines choses et ça suffit. En fait, je peux être là et rien dire, ça suffit. S'il y a une médiatrice culturelle, on doit se demander pourquoi. Et donc, voilà. Mais je suis d'accord avec toi. Et donc, nous, on a Elle est déchaînée, hein. Non, pas du tout. C'est juste parce que c'est un domaine qui nous concerne. Hein. Donc, on a organisé, nous, des formations à la médiation culturelle sans savoir exactement ce qu'était la médiation culturelle, mais pour construire un savoir commun autour de cette question. Et puis, on avait quand même envie aussi, à un moment donné, de dire, oui, mais ça existe, quel mot ça porte.
Alors, avec les institutions culturelles bruxelloises qui ont voulu s'engager dans le processus, on a essayé de réfléchir à une éthique de la médiation culturelle. Alors aujourd'hui, on a une charte de la médiation culturelle du point de vue des institutions culturelles, mais aussi une charte de la médiation culturelle du point de vue des institutions sociales. Et là, on voit qu'on se réfère à des valeurs communes et que les pratiques vont varier en fonction qu'on soit dans un lieu d'art contemporain plastique ou bien un théâtre, etc. Mais ce sont des valeurs qui nous réunissent et c'est notre posture au monde qui va définir ça. Et ça va inclure la diversité, l'accueil, l'ouverture, enfin voilà, tout ça, et de toutes les manières. Puis on a fait une troisième charte aussi, c'est la charte de la participation. C'est les publics là qui disent voilà comment nous, on a envie de participer. Voilà, c'était pour faire un peu la boucle par rapport à ça. Alors, je suis obligé de faire attention à l'heure parce qu'on a tous évidemment des contraintes. Un des objectifs de ces rencontres, c'est aussi de baliser un certain nombre de propositions qui pourraient être émises dans le cadre des élections à venir, hein. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on attend aussi comme dispositif qui devrait être renforcé, ou de comportement ou de politique qui devrait être transformé dans le cadre de la prochaine législature, hein. Donc il y a au PAC, on a la conviction que ce n'est pas le ministre de la Culture qui définit ce qu'on fait sur le plan culturel, hein. Par contre, c'est son boulot de créer des cadres qui permettent l'émergence d'un certain nombre de choses, à la fois dans les institutions, mais aussi chez les artistes, dans le public, etc. etc. C'est ça son job, et qu'il y a des politiques qui favorisent plus ou moins les choses. Si nous partons du point de vue qui est celui que nous défendons, en tout cas, qui est que l'éducation populaire, son rôle, c'est de rendre du pouvoir aux gens, hein. Et c'est surtout, comme le rappelle beaucoup mieux que moi Franck Lepage, c'est recréer les conditions des conflits, hein, dans la société. Alors, chacun d'entre nous est renvoyé à sa propre responsabilité, et comme acteur et comme institution, de jusqu'où je participe au contrôle social, hein, et jusqu'où j'arrive à créer les conditions de l'émergence d'une autre parole, d'une critique sociale, etc., etc. Alors comment on balise au travers de tout ça, Laurent ? C'était quoi la question ? Parce que si c'est adresser cette question aux politiques, c'est ça la question. Non, c'est d'abord toi, comment tu navigues au milieu de tout ça. Et demain, tu attendrais quoi d'un ou d'une future ministre de la Culture comme dispositif à mettre en place qui favoriserait le type de travail que tu as envie de faire ? Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui ? Je l'ai dit, j'insiste, hein, ce sont d'autres dimensions qui nous dépassent et dans lesquelles on doit s'inclure. Et je te remercie, Laurence, d'avoir donné des pistes pour cheminer vers ces nécessités. Qu'est-ce que je vais dire, moi ? D'un ministre de la Culture, j'attends au minimum qu'elle s'intéresse à la culture, quand même. Et qui nous laisse travailler, et donc qui nous donne les moyens de le faire, et qui donne des garanties, mais là, de ce point de vue-là, hein, donc ils sont des garanties d'élargissement des moyens d'action, plus que de rétrécissement, et de ce point de vue-là, il n'y a rien à faire, on retombe sur les mêmes questions, et on sait déjà ce qu'on va nous dire, donc... voilà, une grande partie de la culture qui émarge au budget public par subvention, du fait que c'est un service public. Donc déjà, la garantie que ça demeure un service public et qu'il soit élargi, c'est une exigence, qui est une exigence matérielle. Et si on touche à une exigence matérielle, on touche à des revendications matérielles qui butent contre le sens de la politique aujourd'hui. Donc invariablement, le domaine culturel va se trouver... en but à ces questions-là. Voilà, je ne parviens pas à... c'est triste à dire, hein, mais je ne parviens pas à avoir d'autres revendications à l'égard d'un ministre de la Culture en Belgique en 2013. Parce que voilà,
il n'y a pas de projet politique. Donc, j'y vois aussi. Enfin, si, il y a le projet politique éventuellement de faire des pôles urbains internationaux. Il y a des TGV qui débarquent avec des belles gares de Calatrava. Donc, genre Mons. Donc, voilà, c'est un projet politique. On va sauver le monde avec la culture et faire des. Enfin, voilà, c'est pas très crédible. Je trouve ça un peu risible. Ça n'a rien à voir avec ce dont on a parlé. Et rien à voir avec ce à quoi on œuvre quotidiennement, quoi. Alors effectivement, un travail de fourmi, pour répondre au premier volet de la question ou tenter d'y répondre. Je voudrais quand même mettre au point un truc par rapport à ce que j'ai dit avant, pour ne pas passer pour un pur idéologue comme ça, qui déverse des seaux de merde sur les pratiques culturelles et sur les définitions de la culture aujourd'hui. Je demeure absolument convaincu, malgré tout le scepticisme que je peux avoir et qui est absolument nécessaire, que le contact avec ce qu'on appelle culture, avec l'art, avec les œuvres, comme tu dis très justement, les œuvres, c'est un élément dans la besace de tout un chacun. Voilà, c'est ça, et qu'il faut grossir la besace, que c'est une nourriture terrestre essentielle. Voilà. Et donc, j'essaye au quotidien, quand c'est possible, d'œuvrer à ce qu'il y ait des besaces qui se remplissent. Je suis vraiment bien en peine de te donner une réponse qui soit un programme en X points. Effectivement, Laurence a tout à fait raison. Cette définition d'horizon, elle se définit pas individuellement, mais collectivement, et pas par institution, mais par une convergence aussi, avec d'autres domaines et d'autres terrains, quoi. Et ce sont toujours de toute manière, c'est toujours des substances très singulières. Donc, les décrets, s'ils offrent quelque chose, c'est des moyens pour des gens qui ont un métier qui existe, hein, donc pas besoin d'école, les métiers existent, les gens qui les pratiquent existent, qui permettent de faire fleurir des choses dans des substances que eux connaissent intimement, quoi. Voilà. Je ne parviens pas à élever la barre d'attente à l'égard d'un ministre de la Culture, comme la Fédération Wallonie-Bruxelles en 2013. Merci. D'autres réactions par rapport à ça, sur l'évolution des cadres des politiques culturelles dans les années qui viennent? Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce qui vous semble essentiel pour pouvoir avancer et continuer à remplir les besaces? Au-delà de ce qui vient d'être dit et de fait qui est inévitable, donc les moyens, je dirais, financiers qui sont supposés en tout cas être élargis, enfin on l'espère en tout cas, même si au fond nous-mêmes on n'y croit pas trop, en tout cas dans le domaine public, parce qu'il ne faut pas mésestimer quand même les apports que pourra apporter du sponsoring privé. Nous on travaille assez fort là-dessus, même s'il n'y a pas encore eu de grandes nouveautés par rapport à ça, mais il y a moyen d'avoir du sponsoring privé moins orienté qu'on le croit. Donc c'est ça que je veux dire, par rapport à la politique qu'on mènerait par rapport à ça. Donc nous, on y croit en tout cas. C'est quelque chose sur lequel on travaille assez bien. Même si ça peut faire sourire, mais... non, mais... Même rire. Donc ça, c'est une chose. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que, évidemment, enfin, c'était la suggestion émise par Laurence ici, faire cette plateforme, je dirais, qui permet justement d'un peu connecter tous les éléments un peu épars. C'est un peu le travail qu'on a entamé, nous, à notre niveau, par rapport à ces réunions de partenariat, qui sont plus au niveau institutionnel actuellement, mais pourquoi pas, en effet, la décliner à un niveau, je dirais, plus individuel. Et donc ça, c'est peut-être une bonne piste. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose qui nous intéresserait très fort aussi. Maintenant, c'est pas ça qui va nous... Enfin, pour la politique elle-même, ça va probablement nous donner certaines pistes, mais il restera toujours le nerf de la guerre. Donc et là, on reste dans ce carré fermé, je dirais. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi un peu essayer de le faire éclater. Et là, j'avoue que par rapport à ce qu'on vient de dire, on a peu de possibilités. Rien? Moi, je suis d'accord avec tout ça, hein, cette convergence, plateforme, etc. J'aurais quand même envie d'insister sur la place de l'art et des artistes, parce que pour remplir les besaces, tous nos métiers n'existeraient pas sans les artistes et sans une place importante accordée à l'art. Et je pense que si on a des expressions fortes, des regards décalés, cyniques, sceptiques, personne n'est mieux placé qu'eux pour le faire. Et donc, on est en train de réfléchir à
comment faire avec toutes ces œuvres qui seraient là, mais il faut qu'il y en ait aussi, et qu'elles continuent à émerger. Et donc il y a beaucoup de jeunes créateurs qui sont pas mal en difficulté. Et donc je pense que c'est important de donner une place plus importante et qu'on soit surpris, que les angles changent de vue, que c'est pas notre langage, c'est du symbolique, du métaphorique. Et du coup, on est obligé de se situer tout à fait individuellement aussi, et puis collectivement, mais que ça a une portée elle a une force. Et ça, je trouve que c'est peut-être une des choses dans les politiques culturelles à venir, c'est donner une place plus grande, plus belle, plus cruciale. Aux artistes. Laurence. Mais oui, et notamment dans les écoles, donc c'est pas du tout un domaine que moi je connais, enfin oui, parce que j'y étais, mais pour en avoir manqué, peut-être de l'art et plus de culture dans les écoles, ça c'est plutôt une interpellation pour qu'on vive dans un contexte favorable et ouvert. Et dans le même esprit peut-être, donc nous on dépend d'un décret éducation permanente, et l'éducation permanente c'est quelque chose qu'on veut faire vivre, mais pour créer de la mixité dans des projets c'est un petit peu plus compliqué, et donc c'est voir comment on peut creuser des pistes pour effectivement être en lien avec des autres structures et ne pas y perdre. Alors par rapport à l'accès à l'offre culturelle, bien je vais le redire, mais donc il y a 270 000 personnes qui sont sur ou sous le seuil de pauvreté. Il y en a parmi elles qui ne fréquentent pas des associations et qui n'ont pas l'intention de le faire, mais qui devraient pouvoir avoir accès à l'offre culturelle. Il y a une piste qui pourrait ressembler à celle qui est faite pour les réductions pour les soins de santé. Quand on a la carte Omnio ou BIM, eh bien, on peut avoir des réductions de soins de santé, pharmacie, etc. Pourquoi pas cette carte d'une manière ou d'une autre qui va bientôt ne plus exister, mais bref, qui va trouver une autre forme, mais puisse être valable aussi dans les lieux culturels. Ça résoudrait le problème économique. Donc ça, ce serait quelque chose qui serait intéressant. Alors pour article 27, ce serait les moyens de financer article 27 pour qu'on puisse nous conventionner les 150 associations qui sont en attente de partenariat et qui sont presque pour moitié des maisons de quartier et des centres de santé mentale. Enfin, donc c'est vraiment des structures où il y a un public qui est en train de subir une situation de précarité, une double, parce qu'ils ne sont pas partenaires avec nous. Alors, mais conventionner ces associations-là, ça voudrait dire aussi pour article 27, prendre plus de place. Donc il nous faut, nous, 2 emplois et il nous faut aussi plus d'espace. Et on aimerait tellement avoir le premier étage de notre bâtiment. Voilà, je fais un appel à la commune de Saint-Gilles. Pourquoi pas ? Voilà. Et alors, il faudrait la reconnaissance aussi, les moyens et la formation pour les métiers de la médiation. Donc, qui ne sont pas incarnés par un métier en soi, mais pour que des personnes qui sont relations publiques puissent avoir des formations sur la médiation culturelle, qu'est-ce que c'est, quelle est la différence, etc., mais pour que ça puisse faire sens dans leur pratique. Et donc, je crois que la difficulté, en tout cas, quand Yannick, tu m'avais posé la question, là, quels étaient les défis ou bien nos demandes par rapport à la ministre, c'est un exercice qu'on n'ose pas faire, en fait. Maintenant, tu vois, je suis un peu plus claire avec ce que je veux, mais je trouve que des espaces où on a le temps de dire qu'est-ce que j'attends de cette politique et de pouvoir y réfléchir, eh ben, c'est vraiment vital. Donc, je trouve ça vraiment intéressant comme exercice, et merci beaucoup, parce que maintenant, j'ai pu rédiger un texte pour les élections. Et donc, je voudrais encore terminer en disant que notre nécessité aussi, c'est de mettre en perspective notre action au niveau européen, parce qu'on dépend des politiques européennes, et donc de pouvoir avoir là une possibilité d'agir là-dessus. Et on veut, évidemment, nous, continuer avec nos partenaires sociaux et culturels, et donc continuer à avoir des moyens supplémentaires pour pouvoir, au sein même des associations sociales avec lesquelles on est partenaire, pouvoir augmenter encore ces possibilités de développer des projets, etc. On va clôturer tout doucement. Si l'un d'entre vous souhaite rajouter quelque chose, simplement donc, vous dire que ça nous semblait important de poser cette question à la fin des perspectives, notamment par rapport à la campagne électorale, non pas pour des raisons qui seraient bêtement politiciennes, mais simplement parce que je pense que nous devons faire notre propre travail d'éducation populaire par rapport à nos propres positionnements, et qu'il est aussi nécessaire qu'on ait quelque chose à dire sur les politiques culturelles que nous souhaitons voir mises en place, et que je me rends bien compte, moi qui suis dans le secteur depuis
quand même un certain nombre d'années, qui est œuvré dans des institutions très différentes, qui a une vraie difficulté aujourd'hui à reformuler les nouveaux défis des politiques culturelles dans une société qui s'est complètement à la fois transformée, précarisée, et où nos concitoyens sont largement en perte de sens. Et que c'est là qu'il y a un enjeu énorme à se reposer les questions autrement, et probablement dans un cadre qui va devoir bousculer le traditionnel binôme de la démocratisation de la culture et de la démocratie culturelle, hein, et qu'il va falloir probablement qu'on invente autre chose face aussi à une situation où la marchandisation de la culture a pris une place gigantesque. Hein. Dans quel rapport de force sommes-nous aujourd'hui? On le voit même dans l'espace public. Hein. Il est de plus en plus difficile aujourd'hui d'avoir accès à l'espace public pour des actions culturelles. Hein. Ce que les commerciaux n'ont pas du tout comme problème pour avoir accès à l'espace public pour faire de la publicité pour toutes les merdes possibles et imaginables. Hein. C'est un exemple un peu caricatural, mais qui est assez illustratif de la réalité dans laquelle on est de plus en plus aujourd'hui. Et on a parfois l'impression que cette machine qui est à l'œuvre du mainstream, qu'on n'a pas encore trouvé les voies et moyens stratégiques d'y faire face de façon un peu coordonnée et cohérente. C'est à ça que nous vous invitons, hein, à cette réflexion-là, en précisant quand même, parce qu'on n'en a pas encore beaucoup parlé, ici à Bruxelles, on en parle beaucoup plus en Wallonie, qu'il y a aussi un nouvel espace qui vient de se créer, qui est assez singulier et original. C'est à l'initiative d'une organisation syndicale, la JTB pour ne pas la citer, qui a lancé une nouvelle plateforme qui s'appelle Acteurs des temps présents, mais qui se distingue d'un certain nombre de plateformes qui existaient déjà, puisqu'ils ont non seulement mis autour de la table des syndicalistes, mais tout de suite ils ont invité des artistes, des acteurs culturels, le réseau wallon de lutte contre la pauvreté et les agriculteurs. Donc on est dans une espèce de plateforme qui traverse un peu tout. Ce qui est intéressant, c'est que dès le départ, ça s'appelle Acteurs des temps présents. Et ils nous préparons, parce que nous on fait partie de ce réseau, des marches qui vont traverser la Wallonie et Bruxelles au mois d'avril, qui sont des marches où les marcheurs iront à la rencontre à la fois des désastres et des trésors. Hein. À la fois les licenciements économiques, les situations de grande pauvreté, etc., mais aussi des initiatives qui sont prises aux quatre coins de la Wallonie et de Bruxelles par des citoyens pour inventer autre chose, des réseaux d'échange de savoir, des nouvelles monnaies, des résistances urbaines, etc., etc. Et donc, je voulais en parler parce que par rapport aux exemples qui ont été donnés, voilà, ça a le mérite, pour une fois, de mettre en présence de gens qui n'ont pas du tout les mêmes façons d'être au monde. Et donc, ça n'est pas facile dans les réunions. On doit prendre beaucoup de temps à faire de la médiation entre nous pour se comprendre. Et il y a un de nos amis qui participe à ça, qui aide beaucoup au dialogue mutuel entre ces gens qui sont dans des postures différentes, qui est notre ami Paul Herman. Voilà. Alors, je voulais vous remercier tous et toutes pour cette première séance. Vous avez vu qu'il y en a plein.